Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui une vidéo où je vais vous parler centrale numérique, mais je ne vais pas tout à fait le faire comme on pourrait s'y attendre. C'est un petit disclaimer et un avertissement avant de continuer. Je ne vais pas faire une vidéo comparative, ni une vidéo qui viendrait dire quel est le meilleur produit. C'est une vidéo où je veux vous expliquer mon point de vue par rapport à un réseau comme Wessenheim, c'est-à-dire les attentes, les raisons pour lesquelles j'en ai exclu certaines de mon champ d'exploration et d'investigation, et vous donner aussi les différentes petites remarques afférentes à la problématique des offres de centrales digitales sur le marché. Donc, je m'excuse pour les marklinistes, je ne parlerai pas de la centrale station de Marklin, parce que mon réseau est un réseau de rails, et donc du coup, je ne rentrerai pas du tout dans la problématique de la centrale Marklin. Voilà, donc je m'en excuse pour les personnes qui auraient aimé que je leur donne un avis. Il y a aussi, en propos liminaire, une chose que je voulais un peu redire, c'est que la technologie DCC a été conceptualisée dans le milieu des années 80, avec la puissance informatique et la technologie électronique disponible à ce moment-là. Disponible et grand public, parce que bien évidemment, il ne s'agissait pas de commencer à avoir des propositions avant-gardistes, étant entendu qu'il fallait faire une transition en douceur, et la piste qui a été choisie, c'est de ne pas choquer trop, et de ne pas créer une rupture trop grande par rapport au système analogique. Donc on a, dans certaines topologies, des héritages qui sont hérités des premiers proto-systèmes digitaux qui sont apparus au début des années 80. Et malheureusement, on porte cet héritage encore maintenant dans le protocole, mais aussi dans certains grands axes qui donnent l'état d'esprit de ce qu'est le digital aujourd'hui. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le courant porteur qui porte l'information numérique est limité en bande passante. Et donc, le gros problème de la technologie DCC, c'est qu'on est actuellement sur un codage binaire, donc fait de 0 et de 1, qui sont en fait des amplitudes dans la forme de l'onde de la tension alternative, puisque c'est une tension alternative carrée, et c'est la longueur des périodes qui détermine si c'est un 0 ou un 1, ce qui est pour la raison pour laquelle on parle de centrale numérique. Bien évidemment, ce qu'il faut voir, c'est que on ne peut pas envoyer un nombre très très important d'informations sur un conducteur avec une variation uniquement de ces formes d'ondes, donc de ce signal carré et du moment où il y a le courant et le moment où on est au neutre, sans mettre en place des protocoles de compression de Fram. À l'époque, ce n'avait pas été fait, donc on est sur une transmission en clair. Le problème de ça, c'est qu'on a un taux de transfert, c'est-à-dire une capacité d'envoyer des informations par seconde, qui sont quand même relativement limitées. Par ailleurs, on a un adressage qui est sous forme d'octets, et on a une limitation par rapport au nombre total d'adresses que l'on peut envoyer sur les rails et sur les bus digitaux, qui est inhérent en fait à ce choix technologique fait dans les années 80 et qui n'a quasiment pas évolué depuis. L'autre problème, par exemple,
c'est que lorsque l'on a un réseau et que on décide d'avoir un crantage de vitesse qui permette d'avoir des courbes d'accélération les plus réalistes possibles, donc c'est de passer notamment à 128 crans, on est obligé de prendre un nombre d'octets plus important pour faire passer l'information au décodeur. Le problème de ça, c'est qu'au plus on a de locomotives qui sont mises en 128 crans, au plus on vient saturer la bande passante totale d'informations pour faire évoluer les engins, et au moins on a de place pour les autres informations de commande qui vont être nécessaires pour les commutations d'aiguillage, par exemple, mais pas que, ce qu'on appelle les commutations de fonctions. Donc, le grand problème, quand on commence à avoir un réseau assez important et que l'on fait transiter un grand nombre de convois sur son réseau, c'est que si on se met en 128 crans de vitesse, on vient de facto limiter et on risque d'avoir ce que l'on appelle des lags numériques, c'est-à-dire que la centrale, elle a beaucoup d'informations à envoyer, mais le tuyau est trop petit, donc on a des latences énormes, et donc il y a des paquets qui se perdent. Ensuite, après, sans rentrer trop dans les détails du numérique, on a aussi cette problématique du fait que on est sur un protocole de base, le DCC, qui a été établi de façon la plus, on va dire, ad minima possible, sans réellement penser à l'évolution, notamment le fait que les technologies numériques allaient prendre une envolée quasi exponentielle suivant la loi de Moore, et les constructeurs, quand ils ont conçu leur topologie digitale dans les milieux des années 90, n'ont pas du tout intégré le fait que la puissance de calcul et la puissance de traitement des unités informatiques, par exemple, allait avoir un développement qui suit la loi de Moore. Et je rappelle que c'est une loi informelle qui dit qu'en gros, on double la puissance de calcul tous les 18 mois. Et maintenant, on se retrouve avec des unités de commande, donc des ordinateurs, des smart téléphones, des tablettes, qui ont une capacité d'envoi de flux d'informations et de traitement de l'information qui est 1000 fois supérieure aux estimations qui avaient été faites dans les années 90 quand les systèmes numériques ont été conceptualisés. Donc du coup, dans les années 90, quand on était sur des liaisons série, on était limité par la vitesse de transmission d'une liaison série, et donc les constructeurs, ils ont conçu en fait leur topologie avec cette limitation, ce qui de toute façon ne leur posait pas de problème, puisque cette limitation était bien supérieure au nombre théorique de traitements qu'une centrale numérique devait être en capacité de traiter, et donc ils ne se sont pas du tout inquiétés à mettre en place un protocole qui allait évoluer, notamment avec ce que l'on appelle des CRC, c'est-à-dire des détections de panne, d'erreurs en fait, et avec des compressions de données via des algorithmes de compression, ce qui peut expliquer par exemple que maintenant, quand vous avez un film, vous avez un film qui va durer 1h15 et qui est compressé, et donc son format informatique est compressé, et vous pouvez avoir un poids du fichier qui contient le film de 200 ou 300 mégas, alors que dans les années 90, ce même film, dans la même qualité, vous aurait pris un disque dur de 1 Teraoctet. Et donc ça, ce sont appliqués à l'image des algorithmes de compression, mais ces algorithmes de compression sont aussi valables pour tous les messages numériques par des phénomènes de cryptage et des phénomènes de concaténation de l'information. Ça n'existe pas dans le DCC à l'heure actuelle, et il n'y a aucune, à ma connaissance, évolution de la norme DCC qui permette d'évoluer ça, de faire évoluer ça. Ensuite, après, comme je le disais dans la vidéo à ce sujet, les fabricants ont suivi l'établissement en fait d'une norme qui avait été réfléchie par le MOROP et la NMRA, et donc eux ils ont été contraints entre guillemets de suivre cette norme, mais cette norme a laissé en jachère un fait très important,
qui est que c'est bien d'envoyer des informations vers la locomotive, mais ça serait bien aussi que la locomotive puisse nous renvoyer une information en full duplex. Donc c'est-à-dire avoir un dialogue constant entre la locomotive et la centrale, alors qu'à l'heure actuelle, les centrales envoient des informations à la locomotive et ne se préoccupent pas de savoir si, un, la locomotive a bien reçu l'information, et deux, quel est l'état réel de la locomotive sur le réseau. Ça, c'est une curiosité de ne pas y avoir pensé, certainement parce qu'on était encore dans la logique des réseaux analogiques et qu'on n'était pas encore dans l'idée que l'informatique allait être capable de pouvoir traiter en temps réel des flux full duplex, c'est-à-dire aller et retour. Et donc, du coup, le corollaire de ça, c'est qu'ils ne se sont jamais préoccupés réellement de créer une norme unifiée pour la rétrosignalisation. Et la rétrosignalisation, c'est quoi? C'est le fait de renvoyer vers la centrale des informations d'occupation, des informations de commutation, c'est-à-dire est-ce que globalement un aiguillage il est bien commuté? Il y a eu un ordre, mais est-ce que l'ordre a bien été exécuté? Si l'ordre n'a pas été exécuté, la centrale est à même de pouvoir renvoyer le message. À l'heure actuelle, ce genre d'information est très très limité, y compris quand on utilise les bus propriétaires de rétrosignalisation que les constructeurs ont mis, parce qu'ils n'ont pas été totalement débiles, ils ont bien réalisé à un certain moment que ça serait intéressant de savoir comment les informations qui ont été envoyées par la centrale allaient être renvoyées vers l'utilisateur. Le problème de ça, c'est que comme rien n'avait été défini dans la norme DCC en tant que telle, ils ont créé leur propre tambouille propriétaire sur les bus de rétrosignalisation. Et donc du coup, on se retrouve face au problème cornélien dont j'ai parlé avec un petit peu de virulence dans les deux vidéos précédentes. Et donc du coup, voilà un petit peu l'état des lieux. Maintenant, on a plusieurs philosophies en ce qui concerne les centrales numériques. On a une philosophie qui est un boîtier, c'est-à-dire une gate, une porte d'entrée, qui va broadcaster, diffuser une information DCC par rapport à un jog, c'est-à-dire une télécommande, filaire ou sans fil, ça on s'en fout pour le moment, et le boîtier, donc la centrale, fait un interfaçage entre un ordre de commande qui le répercute sur le réseau. Ça, c'est notamment ce que fait Lens avec la centrale, c'est ce que faisait la première centrale Rocomotion, qui était en fait une centrale Lens, mais rebrandée Roco. C'est ce que font certaines centrales, notamment la DR5000. Ensuite, on a eu une autre philosophie qui a été mise en place notamment par ESU, Wiesmann, Marklin aussi, c'est de dire, la centrale, on va lui donner un aspect de poste de conduite. Et donc, on va mettre un écran plus ou moins grand, avec des jogs pour pouvoir piloter et faire avancer les trains, et on va renvoyer quelques informations au départ assez sommaires, la commutation d'aiguillage, des menus déroulants, un petit contour, pour rendre la chose un peu plus ludique. Le problème de ces centrales-là, c'est qu'elles sont en elles-mêmes autosuffisantes, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir une connexion à un ordinateur, parce qu'elles sont conçues pour justement être un pupitre de commande et non pas être une roue de transmission d'une topologie numérique informatique. Donc là, une fois qu'on a vu un petit peu ces différentes choses, on a aussi hérité d'un état d'esprit très technicien et pas du tout ouvert à l'informatique grand public telle que l'on peut le connaître maintenant. Donc il y a une pléthore de centrales, je pense notamment à la centrale Zimo, mais aussi les centrales faites aux États-Unis, Sunorm et NMRA, qui sont des vraies usines à gaz avec plein de boutons partout, qui ne sont pas du tout WAF, Women Acceptance Factor, et qui ne sont pas du tout dans l'imaginaire que l'on se fait maintenant de l'informatique, qui a été démocratisé par le fait qu'on a mis en avant la problématique de l'ergonomie et que la conception principale de l'informatique domestique à l'heure actuelle privilégie l'ergonomie et part du principe que ce n'est pas parce qu'une centrale a des fonctionnalités qu'elle a un bon usage. Donc c'est l'ergonomie qui est plus important
que les caractéristiques techniques. Et donc, un peu comme ce que fait Apple avec ses ordinateurs, l'utilisateur d'un ordinateur Apple s'en fiche complètement de savoir ce que c'est qu'une DLL, de savoir ce qu'est une bibliothèque graphique, de savoir ce que c'est qu'un fichier exécutable. Lui, il veut avoir un peu... il veut pas se préoccuper de ce qui se passe dans les backstage. Et donc, on a encore, à l'heure actuelle, deux philosophies qui s'entrechoquent. Une philosophie qui veut faire venir notamment les jeunes générations dans la topologie digitale. Donc là, on voit arriver des applications sur smartphone, des applications sur tablette, des choses assez funky. Et en même moment, des centrales qui héritent d'une vision très technicienne. Et donc, du coup, qui ont une prise en main beaucoup plus rêche, dure et pénible que peuvent l'avoir d'autres qui sont dans des environnements GUI, donc des interfaces graphiques plaisantes, agréables, et au final qui font que on n'a pas besoin de savoir finalement comment fonctionne une CV, comment fonctionne les modes de programmation, les conversions binaires, etc. Parce que l'interface jolie, elle fait la conversion pour vous, en fait. Donc là, actuellement, on a effectivement ces différentes philosophies, et tout ça vient s'agglomérer avec un protocole qui a été conçu avec un état d'esprit numérique qui date d'il y a 40 ans. Et il n'y a pas eu de révolution par rapport à ça, parce que on a un problème majeur qui s'appelle la rétrocompatibilité ascendante, et qu'on ne peut pas se permettre dans un marché de niche à venir imposer une innovation comme ce qu'a pu faire par exemple Apple dans les années 2000 en disant c'est nouveau, ça va tout révolutionner, mais comme ça va tout révolutionner, il faut que tout vous changiez, votre écosystème informatique. Donc du coup, ils ont forcé la main à l'utilisateur, et c'est l'un des génies marketing d'Apple, c'est d'avoir réussi à faire ça, sauf que le marché de diffusion d'Apple n'est pas du tout le même que celui de nos constructeurs de modélisme, donc du coup, c'est beaucoup plus difficile. Par ailleurs, eux, c'était pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'était de faire des modèles réduits. C'était pas de mettre en place des solutions informatisées innovantes, des solutions numériques innovantes. Et donc, du coup, ils se sont, on va dire ça un peu méchamment, ils se sont pas foulés. Mais ils se sont pas foulés. Pourquoi ? Parce que la R&D de ce genre de système est quand même assez onéreuse, et que leur objectif, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir une pérennité, exactement comme ils conçoivent des moules pour une vingtaine d'années. Ils ont conçu des systèmes numériques qui, selon leur point de vue de l'époque, allaient durer une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, on se posera la question de faire des réformes, de faire des amendements, etc. C'est comme ça qu'on a vu notamment l'émergence de Railcom, qui est une espèce d'ersatz pour répondre à la problématique de la communication bidirectionnelle entre les locomotives et le matériel roulant équipé de décodeurs et les centrales. Mais même ça, on voit bien la difficulté qu'il y a dans la topologie Railcom de percer, parce qu'il y a ce poids de l'héritage, et qu'à l'heure actuelle, il faut bien l'admettre, on se retrouve très très vite coincé par la bande passante disponible liée au protocole utilisé numérique des centrales digitales. Donc, quand on a un réseau aussi important que le réseau de Wessenheim en termes de volume de voix, ou même quand on est confronté à des très très grands réseaux d'exploitation, on a plusieurs possibilités. Soit on part du principe qu'on va être en mode automatique complet, c'est-à-dire que en fait, finalement, l'intervention humaine va être très très limitée, et on ne va avoir au final que très très peu d'espace de cantonnement, mais surtout ce qu'on va appeler une rétrosignalisation passive, c'est-à-dire des commutateurs comme des relais read, etc. Et ces informations vont remonter par un autre canal que le canal DCC traditionnel. Ensuite, après, on a la possibilité d'avoir des
une gestion informatisée relativement simpliste, parce qu'on ne fait pas une exploitation un peu compliquée. Là où ça devient un petit peu chevelu, c'est qu'effectivement, quand on est sur une gestion avec un réseau, avec des scénarisations et avec un pilotage informatique, comme par exemple Train Controller, comme e-train, comme Rockrail, etc., à ce moment-là, on vient apporter beaucoup plus de complexité et donc on a un besoin de retour d'information de la part du réseau qui est beaucoup plus importante. Donc, bien évidemment, le choix d'une centrale informatique va dépendre aussi de la taille du réseau. Si vous avez un réseau avec une quinzaine de mètres de voies en déroulé, 5-6 cantons, allez, on va dire 9 cantons, bon, bah, ou 16 cantons, parce qu'on va dire qu'il y a un module de rétrosignalisation, ou 2-3 modules de rétrosignalisation, effectivement, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Surtout si vous avez envie de piloter, une centrale Écosse ou des choses comme ça peuvent être très intéressantes. Après, il y a un autre obstacle, c'est le prix, où une centrale Z21 blanche peut être tout à fait adaptée. Par contre, c'est vrai que quand on commence à vouloir aller dans un terrain qui est beaucoup plus technique, comme c'est le cas par exemple sur ma problématique avec le réseau de Wessenheim, à ce moment-là, on se retrouve avec des problèmes de choix qui sont les gaps technologiques entre l'industrie, en fait, et les choix industriels, d'informatique industrielle à l'heure actuelle, et l'héritage très contraignant dû fait à une absence de normalisation entre les constructeurs sur les modules périphériques qui renvoient les informations du réseau. Voilà. Donc moi, c'est vrai que y a plein de petites solutions innovantes qui sont apparues récemment. Je pense notamment aux solutions Arduino, aux solutions Sprog, à JMRI, etc. Mais moi, je considère que ce sont des solutions expérimentales, c'est-à-dire que on peut les utiliser sur des réseaux relativement simples, mais elles n'ont pas la mise en œuvre suffisamment éprouvée à l'heure actuelle pour pouvoir être mis dans un réseau complexe comme le réseau Wessenheim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont ne pas le faire. Hein, moi, j'ai vu des réseaux qui fonctionnaient avec des Sprog, qui fonctionnaient avec des Arduino, et ça marchait très très bien. Mais le problème, c'est que le temps nécessaire pour rendre opérationnel ce genre d'architecture est, pour moi, totalement rédhibitoire, parce que quand on passe plus de temps sur les problématiques de programmation et de câblage, ça peut amuser des techniciens, mais moi, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir un réseau qui soit opérationnel, qui plus est, puisque c'est un projet qui a commencé depuis 2009, et qui soit opérationnel et surtout qui soit fiable. C'est-à-dire qu'il y a un facteur de panne le plus bas possible. Alors là où je suis un petit peu échaudé, c'est que j'avais pas jusqu'à présent de gros problèmes avec la LZV100. J'ai fait le programme d'échange vers la LZV200 parce que ça me permettait de rattraper un gap technologique, puisque manifestement, Lens avait rajouté des choses dans sa centrale, même si c'était des choses à la marge par rapport à la LZV100. Mais il semblerait qu'il y a un problème de fiabilité sur la réalisation. Alors, je me suis pas amusé à démonter la centrale, et je ne suis pas suffisamment calé techniquement pour savoir où se situe leur marge d'erreur. Je ne suis pas là non plus pour les descendre. Je continue de considérer que Lens offre une passerelle et une entrée sur le numérique qui est très adaptée, surtout parce qu'on n'a pas besoin de toutes ces fioritures comme sur l'Écosse quand on fait piloter un réseau par l'informatique. Or, c'est mon objectif. À l'heure actuelle, c'est ça qui m'intéresse, c'est que l'informatique pilote mon réseau, pas que la centrale pilote mon réseau. Donc, effectivement, dans cette solution-là, c'est intéressant. Après, il y a des questions de technologie
bus de rétrosignalisation. J'en ai parlé dans l'espace commentaire en ce qui concerne le S88, qui est un vieux machin hérité et conçu par Marklin, qui n'a pas de correction d'erreur, qui est très très sensible aux perturbations électromagnétiques, qui a aucune possibilité de savoir si l'information qui est remontée a bien été reçue, etc. Donc on est vraiment sur du transfert d'informations basiques, et pour moi, ça disqualifie totalement l'utilisation dans un réseau complexe. Pourquoi? Parce qu'un réseau complexe, il y a énormément d'effecteurs électromécaniques, et que ces effecteurs apportent énormément de perturbations, que ce soit via les rails, par induction, ou que ce soit par émission électrostatiques, qui peuvent venir perturber les bus d'information. Et on l'a vu notamment dans une des vidéos, je vais la remettre là-bas, où la sensibilité des modules RS8 était trop importante par rapport à des réponses fantômes que j'avais, simplement parce que j'avais un bus qui allait du canton vers la carte RS, qui faisait plus de 5 mètres, et à ce moment-là, c'était la fête du slip aux parasites. Donc, ça, c'est vrai que dans cette optique-là, il y a matière à dire, et il y a matière à se perdre. Donc c'est sûr que moi, actuellement, je suis un petit peu dans l'embarras, parce qu'aucune des offres du marché ne correspond tout à fait à mes demandes. Donc du coup, il faut un peu jongler avec comment s'appelle, les offres proposées. Comme on en avait déjà parlé, la méthode la plus ouverte et la plus industriellement compatible à toute possibilité d'évolution et d'innovation, c'est le BusCAN. Le BusCAN a fait une entrée très timide dans le monde du modélisme ferroviaire, notamment grâce à Rocco, qui du coup répond à un besoin d'interfaçage et de correction d'erreurs, et une évolution qui est, on va dire, plus intéressante. Encore une fois, le BusCAN, c'est exactement le même bus que vous retrouvez dans l'automobile, donc c'est aussi un protocole et un support hardware qui est totalement maîtrisé, totalement connu, parce que, bien évidemment, utilisé dans l'industrie de façon importante. Donc, du coup, même si après, on peut considérer qu'il y a des facteurs limitants sur le BusCAN, mais les retours de capteurs dans l'industrie ne sont pas du tout les mêmes que dans le modélisme ferroviaire, et avant qu'on sature le BusCAN, il va se passer quand même pas mal de temps. Après, le bus Loconet, moi, je le connais beaucoup moins, mais de ce que j'en ai vu, c'est un truc qui porte l'héritage de choix de certains constructeurs. Donc, effectivement, c'est peut-être plus ouvert, entre guillemets, parce qu'il y a eu plus de fabricants qui ont suivi cette norme, et qu'on trouve peut-être moins... enfin, qu'on a peut-être moins de problèmes qu'avec des bus propriétaires comme le RS-Bus, par exemple, ou le Airbus, hein, parce qu'il faut voir que Rocco passe sur le BusCAN, garde le Airbus, mais au fur et à mesure va encourager les nouveaux utilisateurs à aller sur le BusCAN pour abandonner le Airbus, pour les questions notamment de fiabilité et de câblage. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, toutes les centrales qui sont dites artisanales ne peuvent pas trouver grâce à mes yeux pour le réseau Wessenheim. J'exclus aussi toutes les centrales à pupitre, parce que c'est pareil, ces centrales-là répondent à un besoin et à une demande qui n'est pas la mienne, et dépenser une somme assez conséquente pour une centrale, simplement avoir des cristaux liquides et pouvoir piloter les trains, ça ne m'intéresse pas vis-à-vis de l'informatisation de mon réseau. Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un boîtier d'entrée dans le numérique qui fasse l'interface entre ce que l'ordinateur commande et ce que la centrale va envoyer comme ordre. Donc,
pour le moment, de ce que j'en vois sur le marché, il y a 3 produits qui répondent à cette demande de mon cahier des charges. C'est effectivement la DR500, la DR5000 de DigiCase, c'est la centrale LZV200 de Lens, et c'est la Z21 de Roku. Voilà. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, on va dire, de déploiement. Après, on pourrait parler de certaines marques US, je pense à Raymaster et autres. Mais c'est pareil, c'est des produits qui sont très très peu répandus en Europe, donc on va se retrouver avec le problème de la maintenance, etc. Et ça, c'est un autre problème. Il y a la centrale Zimo, mais c'est une usine à gaz. Donc j'en parle pas, vraiment, en fait. Alors, bon, voilà, c'est vrai que la centrale Zimo, c'est une centrale qui est en termes technologiques, la plus récente. Ils intègrent bien évidemment le Buscan, le bus XNet, le Loconet aussi. Alors c'est une centrale, moi, que je connais beaucoup moins, donc je j'ai pas beaucoup d'analyse. Cependant, il y a des choses qui sont assez intéressantes, notamment, c'est que l'on voit que le bus Loconet, puisqu'elle le gère, une bande passante de 16,6 kilobits en data. Donc c'est vrai que bon, tout ça, ça ne règle pas le problème. C'est vrai que j'étais un petit peu réducteur. On peut mettre aussi dans les 3 choix, ou les 3 choix, 4 choix, et y ajouter la centrale de chez Zimo, qui en plus permet, comme la Z21, de pouvoir mettre à jour les firmware des décodeurs Zimo. Et donc effectivement, il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Je regarderai peut-être un petit peu plus en détail comment s'appelle, les caractéristiques de cette centrale-là. Mais ça m'a l'air quand même d'être une belle usine à gaz, cette histoire. Voilà, donc ce que je pouvais dire un petit peu sur tout ça, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de système idéal. Il y a des systèmes qui sont plus ou moins évolutifs. Il y a aussi pas mal de problèmes d'intercompatibilité, hein, comme on a pu en parler dans les 2 vidéos précédentes, dans l'introduction de la vidéo précédente et dans la vidéo où je parle de mes tracas avec la centrale Lens. Maintenant, c'est vrai qu'on a des tentatives à droite à gauche. J'ai été un petit peu échaudé par la DigiCase DR5000. Je ne dis pas que c'est un mauvais produit. Simplement, elle ne semble pas être tout à fait en correspondance avec mon besoin actuel. Je suis, moi, très embêté parce que le Loconet n'est pas un format d'avenir, c'est clair. Le RS Bus est complètement fermé, et bien évidemment le Buscan est très peu démocratisé. Il est démocratisé entre Zimo et Roku, mais c'est à peu près tout. Et donc la problématique est sur l'usage que l'on veut en avoir. Et malheureusement, moi je rêverais d'avoir une centrale qui soit un mix finalement entre d'une part un protocole ouvert sur la rétrosignalisation, qui soit véritablement simple, mais pas simpliste, mais simplement simple à mettre en œuvre, et qui bénéficie d'une ouverture qui permettrait justement de pouvoir y inclure des modules qui ne soient pas forcément des modules propriétaires hors de prix. Voilà.
Alors je reste pour l'instant un petit peu sur ma faim. Et comme je vous le disais, j'ai pas encore moi fait le choix. La centrale Zimo est une bonne idée, il y a plein de bonnes idées, mais c'est une usine à gaz. La centrale Rocco est très bien, mais les propriétaires, et elle a un coût non négligeable. La centrale DigiCase a aussi de bonnes idées parce qu'elle est multi-protocole, mais elle a sa gestion software qui souffre de pas mal d'écueils, en tout cas de choses qui sont un peu rédhibitoires pour moi. Donc c'est vrai que on ne peut jamais être complètement et totalement satisfait, mais ce qui est important, c'est d'essayer de trouver une offre qui soit la mieux calibrée par rapport à moi, les besoins que j'ai, qui est que quoi qu'il arrive, c'est un pilotage par l'ordinateur. Donc effectivement, moi je n'ai pas besoin de centrale très très évoluée en termes de poste de pilotage. J'ai plus besoin d'avoir un relais très fiable entre l'ordinateur et le réseau. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. C'est une vidéo qui a été un petit peu longue, mais je pensais que c'était un petit peu important. Vous avez vu, c'est pas un comparatif de centrale à centrale, c'est vraiment une réflexion basée un petit peu sur l'usage et sur l'historique, et les historiques qui ont abouti à ce marché très particulier et un peu bordélique, si vous me permettez l'expression. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Je serai très content de pouvoir continuer cette discussion avec vous, voire même de faire une autre vidéo plus particulière pour répondre aux questions que vous pouvez me poser dans l'espace commentaire. D'ici là, moi je vous dis à toutes et à tous bonne fin de semaine. Et puis, portez-vous bien, faites du train et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Wüstenheim et de son extension.